cadre d'un projet de coopération maroco-espagnol qui date depuis 2006. Donc on a une grande partie qui se fait sur le terrain. Le gisement a été découvert par un de nos équipes, qui était là, donc Tahia Tawa. Et on a fait l'année dernière, en 2022, on a procédé à la fouille. Donc c'était un des gisements les plus riches qu'on a pu découvrir dans la région de Gafeit, dans le village de Gafeit. Donc il y avait une équipe composée d'une vingtaine de chercheurs. Et une chose importante, c'est qu'on associe les étudiants. Donc il y a des étudiants marocains, il y a des étudiants espagnols. Donc ça c'est important pour leur assurer une petite formation. Donc ça c'est une équipe qu'on a dit pluridisciplinaire. Donc chaque objet il a été coordonné, il a été répertorié. Et maintenant ici on continue le travail avant d'être publié. Et par la suite ce matériel-là va être conservé dans du musée et va être mis à la disposition de la population et de tout le monde. Donc c'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Une deuxième étape, ça se fait au laboratoire. Alors ce qu'on est en train de faire, et l'équipe qui est en train de faire ici, les spécialistes qui vont nous dire l'origine de cette matière première, par exemple, le type de roche qui a servi de tailler des objets, et donc on aura quelqu'un d'autre qui va aussi étudier les tracéologies. Donc l'archéologie, c'est l'étude des traces laissées par l'homme. Par exemple, il y a des ossements qui sont fracturés par l'homme, où il trace des décarnisations. Par exemple, il trouve des traces qu'on appelle des boucheries, donc des traces de boucherie. Donc ce qui montre bien que c'est l'action de l'homme. Ce n'est pas un gisement paléontologique, mais c'est un gisement anthropique dans lequel on a trouvé ces ossements. Donc il ne reste que les traces de l'homme, les squelettes de l'homme. On a trouvé ce qu'il avait chassé, par exemple le mouflon, un arcélaphe, un bubal, des gazelles, un rhinocéros. Donc il avait un menu très varié. Et en plus, donc ça c'est la matière de subsistance dans laquelle il se nourrissait. On a trouvé des outils à côté, donc des outils qui sont taillés d'une manière qu'on peut avoir une idée de leur âge, de civilisation. Donc ça, on peut l'avoir. Et si on trouve des traces de boucherie ou de décarnisation, c'est important. Donc ce que nous reste à découvrir, c'est les restes de l'homme. Des fois, c'est très difficile et ils ne se conservent pas bien, mais on peut continuer parce que les recherches continuent et on peut donc les voir par la suite. Et on est un projet, comme Hassan a dit, bilatéral de recherche maroco-espagnol depuis beaucoup d'années. Mais et surtout, on est un projet interdisciplinaire qui nous permet de pouvoir interpréter toutes les données qui viennent de la fouille. Et comme vous avez vu, les utilités, la faune, et tous les restes, aussi les côtés de paléontologie à niveau des restes végétaux qui sont encore en train de traitement. Et c'est l'unique façon de qu'on puisse reconstruire exactement comme ils ont habité les populations anciennes de ces cas du Maroc oriental. Chaque discipline apporte ses dates, mais c'est entre croissant les différents résultats qu'on peut faire les tout et pouvoir donner vraiment des données scientifiques de haut niveau. Estoy haciendo la conservación y restauración de los restos encontrados en el yacimiento de Tangía 3 y lo que hacemos es utilizar una serie de técnicas y productos para facilitar la conservación de los bienes arqueológicos y el estudio por parte de todas las áreas que forman el equipo. Utilizamos una serie de productos como resinas acrílicas, como el Paraloid BES32, que se disuelven en diferentes tipos de porcentajes para adherir o consolidar y devolver un poco de cohesión a los restos óseos. Por parte de la industria lítica no necesitan casi nada de tratamientos, ya que como mucho tienen concreciones y lo hace el mismo equipo de industria. La acetona. La acetona es el disolvente con el que es el disolvente en el que se diluye el Paraloid. Esto es el producto, esto es Paraloid BES32. Es la resina acrílica que utilizamos en el formato en la que se comercializa. Esto se disuelve en acetona y lo hacemos en diferentes proporciones, al 5% para consolidar los restos óseos y al 20% lo utilizamos para adherirlos. ¿Por qué diferentes concentraciones? Porque la del 5% entraría dentro de los poros del material
y la del 20 no entraría, se crearía una capa en las zonas a unir y podríamos adherir los fragmentos. Donc, comme tu vois, c'est un protocole, donc il y a tout un mélange de produits chimiques pour bien conserver l'os et de délimiter les dégâts pour ne que se casse pas. Donc ça se conserve à long terme et déjà pour éviter la fracturation, donc il y a tout un protocole et des produits chimiques qui vont, le paraloïde, l'acétone, donc il y a des pourcentages de mélange donc bien définis qui vont permettre de bien conserver l'os. Donc notre travail aussi consiste à la valorisation de ce patrimoine, donc à le fouiller bien sûr, à l'étudier, mais de le conserver à long terme. Donc ça, il va être déposé dans un futur musée, mais avec une bonne protection, surtout de la partie externe de l'os. Cette étude permet de connaître la nature de la pétrographique de la matière première, c'est-à-dire le type de roche sur lequel les hommes ont fabriqué des outils. Ça peut être des silex, la matière préférée des hommes préhistoriques, du calcaire, du basalte, du quartzite. Et ils nous permettent aussi d'aller chercher le gîte dans lequel ils sont allés chercher cette matière première. Donc on connaît les affleurements et même l'âge de ces affleurements. Donc la distance, on peut aussi connaître la distance parcourue par les hommes préhistoriques pour se ravitailler. Por ejemplo, este hueso que es un radio probablemente de Alcelaphus. Une autre partie de l'étude concerne les traces de l'activité humaine. Cette science qui s'appelle l'archéozoologie, donc on peut déduire l'activité de l'homme à partir des ossements et des traces laissées par les hommes préhistoriques sur les ossements. Les traces d'utilisation et qui peuvent avoir, donc, dire que c'est un gisement préhistorique, anthropique, contrairement à un gisement paléontologique. Alors ici, les ossements sont tous brisés, pour l'homme peut chercher la moelle, et qu'ils ont un point d'impact. Donc on va bien voir un point d'impact. Alors chez un gisement paléontologique, les ossements sont presque entiers. Una marca de percusión aquí, resultado de esa fracturación antrópica. Y en el conjunto tenemos aproximadamente, por lo que estamos viendo, 5% de marcas de... Bien. Pues una vez tenemos determinados los restos a nivel específico, sabemos qué especie corresponde, qué parte del esqueleto es. Lo que hacemos es intentar recuperar información de las condiciones en vida de los animales. Por ejemplo, el tipo de alimentación, el tipo de movilidad o el medio. À partir des dents, les dents, ça représente comme un archive d'informations, soit climatiques, soit sur le mode de vie de ces animaux. Donc, il nous indique l'âge aussi biologique. C'est à partir quelle est l'alimentation, le type de l'alimentation consommée par l'homme, par l'animal et le type de milieu dans lequel vivaient ces animaux. Donc à partir des traces d'usure et d'une analyse isotopique, on peut connaître ce type d'alimentation de l'animal et le milieu dans lequel il vivait. Et ça nous donne une idée de l'homme. Et donc ça, ce sont des analyses qui ne se font pas ici, donc ils se font à l'étranger grâce à cette coopération internationale. Precipitación en el que vivían los animales en el contexto en el que fueron cazados y explotados por las comunidades humanas. Aquí lo que hacemos es estudiar las herramientas de piedra que hemos recuperado de la excavación, sobre todo desde un punto de vista doble. ¿Vale? Porque por un lado... Cette partie concerne les outils préhistoriques, l'étude de l'industrie lithique, la typologie. Donc c'est de comment les hommes ont fabriqué ces outils, la technique de taille. Elle peut nous donner le type de population, donc la civilisation qui est en question.
Donc à partir de cette technique de taille, on peut avoir un âge du gisement. Est-ce que c'est paléolithique inférieur, moyen, supérieur ou néolithique? Donc cette technique de taille nous permettra de donner un âge relatif au gisement. Donc ça c'est très important, et on peut savoir aussi s'il s'agit d'une occupation longue ou une occupation courte, à partir aussi avec la combinaison avec la faune qui a été chassée par les hommes préhistoriques. El tipo de ocupaciones, ¿no? Si son ocupaciones cortas, si son ocupaciones largas, si son campamentos estacionales o campamentos de una duración un poco más larga. Comentado María, y por el otro lado tenemos estrategias de talla típicas de la Middle Stone Age, del Paleolítico Medio. Hay unos ejemplos muy claros, por ejemplo, en este tipo de puntas musterienses, donde vemos todo el retoque en este filo y todo el retoque en este filo. Y también tenemos otro tipo de láminas completamente retocadas por los dos lados, ¿vale? Que en este caso nos están indicando que esta herramienta en concreto ha estado en uso, ha estado en activo durante mucho tiempo, ¿vale? Porque seguramente en un primer momento esta herramienta era una pieza como esta, ¿vale? Y la han ido retocando hasta que finalmente, ¿vale?, se ha reducido. Entonces, con este tipo de aproximaciones, estudiando la tecnología, la tipología y la gestión de las herramientas, podemos afinar bastante más tanto en el tipo de ocupaciones como en las actividades que se desarrollaban. Del análisis lítico, lo que hacemos es hacer remontar. Alors cette étude est complémentaire de l'étude de l'industrie lithique. Donc on peut voir les pièces, donc à la fin on va étaler toutes les pièces et connaître on peut faire du remontage, c'est-à-dire reconstituer les étapes de fabrication de la matière première. Donc c'est du remontage de la chaîne opératoire. Et ça nous permet aussi d'analyser l'étude spatiale. Par exemple, est-ce que les outils taillés ont été taillés sur place, et de déterminer la zone qui a servi de l'atelier de taille, ou bien si on trouve ça, on trouve à côté des petits débris de taille, ou bien que les hommes ont fabriqué les outils en dehors du site. Alors là, on trouvera uniquement l'outil fini, et les débris, on doit les chercher en dehors du site. Voilà les ossements, nous, qu'on dégage, ils sont dans cet état très concrétionnés. Et une des étapes importantes, c'est de pouvoir dégager l'os qui est entre les sédiments. Donc il y a une technique, c'est très très fragile. Donc on essaye d'enlever les sédiments jusqu'à trouver de l'os. Donc il y a une étape importante sur la fouille, de dégager l'os, mais après au laboratoire on continue à restaurer. Donc vous voyez les ossements qui sont sur la table, et ils étaient tous fragmentés, cassés, et donc là on les consolide avec de l'acétone et avec des produits chimiques adaptés pour mieux les conserver. Donc ça c'est un travail qui se fait au laboratoire, parce que les ossements qui ont été découverts dans le site, c'est un gisement anthropique, c'est-à-dire sous l'action de l'homme, et la plupart des ossements sont fracturés, déjà avec l'action de l'homme, mais en même temps avec le dépôt sédimentaire. Donc il y a double action qui permettent de les fracturer et de les briser. Donc Elena Moreno, c'est une spécialiste de la restauration. Elle est venue d'Espagne, spécialement dans le cadre de projets de coopération entre le Maroc et l'Espagne. Donc il y a des techniciens, il y a des spécialistes qui nous permettent de dégager cet ossement. Et comme vous allez le voir à la fin, donc ça donne des résultats satisfaisants. Vous voyez que le travail, c'est de longue haleine, et ça nous permet de mieux conserver. Donc c'est une étude qui est très minutieuse, et il faut pas, donc un faux pas, il peut casser l'ossement. Donc c'est une spécialiste, elle est connue à l'échelle mondiale, donc elle fait des restaurations très délicates qui lui permettent de dégager cet ossement. Elle nous a aidé
à préparer tous les ossements, par exemple de l'Euparion, une patte d'Hyparion qu'on va voir après au musée. Elle était dans un bloc calcaire. Alors nous, on ne savait pas que c'était l'Hyparion. Donc on voyait que c'est un métapode d'un équidé, mais quand on a dégagé les 3 autres phalanges avec les autres métapodes latéraux, donc ça nous confirme l'existence de l'Hyparion. L'Hyparion, on l'a découvert déjà avec les dents, mais de trouver une patte avec 3 doigts, tridactyle, caractéristique de l'Hyparion, donc c'est une chose très importante. D'où la nécessité de cette technique qui permet de mieux valoriser et pour préparer. Donc ça prépare le matériel pour l'étude paléontologique.